La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Quoi de mieux pour débuter notre podcast qu'un tour d'horizon de l'évolution du métier de pâtissier ? Nous accueillons pour cela un invité très bien placé pour en parler, à la fois observateur et acteur des transformations du milieu. Il s'agit de Jean-Pierre Lesbatz, professeur de pâtisserie depuis plus de 30 ans au sein de la grande école de pâtisserie Ferrandi à Paris, et il a notamment formé 2 pâtissiers que vous allez commencer à connaître très bien, je parle de Clémence et de moi. Jean-Pierre a formé plusieurs générations de chefs pâtissiers et pâtissières, parmi lesquels Claire Damon, Laurent Le Daniel, Yann Mengui ou encore Laurent Duchesne. Nous n'aurions pas pu rêver meilleur professeur, que ce soit d'un point de vue technique et pâtissier pur, ou d'un point de vue humain. Tous les pâtissiers à qui on a parlé, qui ont eu la chance d'avoir Jean-Pierre comme professeur, se souviennent de ses blagues, mais surtout de sa voix qui résonnait dans les labos à 7h du matin pour nous rappeler de venir, je cite, « de bonne heure et de bonne humeur ». Au moins autant que du fait qu'il fallait filer droit, et même si on n'était là que pour faire des gâteaux, il fallait les faire sérieusement et intelligemment. Avec JP, on a parlé de ce que c'était que d'enseigner en pâtisserie, de l'évolution des conditions de travail des pâtissiers, mais aussi de la manière dont on pouvait continuer à se former tout au long de sa carrière. Pendant l'enregistrement, César Augustignac, ancien élève de JP, que vous retrouverez dans le prochain épisode, était à nos côtés. C'est pour cela que parfois vous entendrez Jean-Pierre s'adresser à nous trois. On tenait aussi à s'excuser pour le son qui résonne un peu durant l'entretien, mais promis, dès le prochain épisode, cela sera beaucoup mieux. Et cela ne retire en rien la qualité des propos de Jean-Pierre. On vous laisse écouter. Bonjour Monsieur Lesbatz. Bonjour. On va d'abord vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Lesbatz, j'enseigne la pâtisserie à l'école Ferrandi. Et depuis combien de temps est-ce que vous avez enseigné ? Donc, je suis rentré à Ferrandi dans les années 90. Et est-ce que vous pouvez donner des exemples de personnes à qui vous avez enseigné ? Des connus ou des non connus ? Oh, commençons par des connus. Alors, dans les connus, Claire Damon, Benoît Castel, Yann Mengui, Laurent Le Daniel. Benoît Castel, je me trompe, pardon. C'est un ami, pas un élève. J'aurais bien aimé d'ailleurs. Laurent Duchesne. Ah, Laurent Duchesne ? Oui, Laurent Duchesne, j'ai donné des cours de brevet de maîtrise quand j'étais enseignant dans une autre école, à Vincennes. Donc c'est là où j'ai fait mes premières armes dans l'enseignement. Et j'en oublie certainement d'autres, mais ça reviendra peut-être avec le temps, on fera peut-être un retour. Et qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner en pâtisserie ? C'était un choix. J'avais plusieurs possibilités. Soit je m'installais, soit j'étais enseignant, ou éventuellement être chef dans une grande pâtisserie. Je n'avais pas d'optique bien précise et ça s'est affiné avec le temps et par les rencontres. De toute façon, je crois beaucoup aux rencontres. Donc, rencontrer des gens, ça te fait changer d'avis, ça te fait progresser. Nous aussi, on croit beaucoup aux rencontres avec Clémence. Notamment la rencontre de notre prof de CAP. Ah, c'est gentil. Mais c'est réciproque. Donc, ça, c'est les post-bac. Pour moi, c'est le bonheur et c'est ce qui fait que je continue encore. Normalement, là, je pourrais arrêter de travailler. Là, j'ai 60 ans. Donc, j'ai le droit à ma retraite. Bon, je sais qu'il y en a qui diraient que ça n'a pas fait grand-chose, mais c'est pas grave. L'enseignement, ça peut être bien, mais ça peut être compliqué. Les premières années pendant lesquelles j'ai commencé, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur que l'entreprise au niveau de la pression, de l'énergie et de la démarche intellectuelle. C'est-à-dire beaucoup de maux de tête au début. D'abord parce qu'on était dans une école Ferrandi, pour moi c'est le bonheur parce qu'on n'est pas très nombreux. On est bien équipés, alors que là où j'étais, on était 80 personnes dans la même salle, 20 élèves pour le prof, plus 2 stagiaires, ce qui fait 22. Alors que là, maintenant, on est à 24 pour 2 enseignants. Donc quand je suis arrivé à Ferrandi, pour moi c'était un changement de vie, quoi. 2 stagiaires, c'est-à-dire ? J'ai des stagiaires, en fait, on avait des stagiaires étrangers, 2 par prof. Ça permettait d'augmenter le financement de l'école, en fait. Donc j'ai rencontré l'appareil des adultes, donc je les formais. Des fois ils étaient plus âgés que moi et me servaient d'assistants. Donc comme on faisait 2 fois le même cours le matin et l'après-midi, ce qui n'était pas facile,
En fait, j'ai enseigné à des apprentis et j'avais, par exemple, le matin 4 heures avec un groupe, et des apprentis pâtissiers, et l'après-midi, j'avais la même chose avec 4 heures. Et donc, une fois que j'étais à Vincennes, en fait, ça s'est trouvé par hasard, je passais mon brevet de maîtrise. Donc, le brevet de maîtrise prenait en cours du soir. Donc, j'allais 4 fois par semaine le soir de 18h30 à 22h30, parce que j'avais fait toutes les UV du brevet de maîtrise en une seule fois. Pratique, gestion, français, droit, enfin bref. Et le matin, c'était un peu compliqué, mais bon, j'aimais ça, ça me plaisait. Et donc, comme j'étais pas très fort en sucre, j'avais pris des cours de sucre avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Creveux, qui était meilleur ouvrier de France. Et puis, le hasard a bien fait les rencontres, ou les rencontres, je sais plus comment on dit. J'ai pris des cours de sucre et il se trouve que 2 mois après, il était enseignant, lui, donc à l'école de Vincennes, et il cherchait un enseignant puis qui maîtrisait un peu le chocolat. Il se trouvait que moi où j'étais chocolatier. Du coup, des cours de sucre, c'est pour faire des pièces artistiques. Oui, donc les cours de sucre, c'était pour le brevet de maîtrise, de toute façon, c'est obligatoire. Ça fait partie du... Oui, parce qu'il y a une épreuve Oui. qui est une pièce artistique en sucre. non, à l'époque, il n'y avait pas une pièce artistique, ça pouvait être une pièce montée, mais en principe, une pièce montée, tu la décores en sucre. Ouais. Et en principe, quand tu as un brevet de maîtrise, tu es censé être un ouvrier hautement qualifié, capable de diriger un laboratoire. Je répète l'intitulé. Donc le brevet de maîtrise, moi, c'était bien parce que j'ai rencontré beaucoup de gens avec lesquels j'ai appris presque plus. Moi, je suis persuadé qu'on apprend plus ou autant avec l'enseignant qu'avec les élèves. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, l'enseignant, il était... bien, mais pas exceptionnel techniquement, mais il nous montrait les bons gestes. Et il nous avait bien montré comment cuire le sucre, prendre le temps de ne pas avoir peur, de ne pas faire des gestes inconsidérés, parce qu'avec le sucre, on peut se brûler sévère. Il nous avait bien montré le satinage, et après, tu travailles, tu apprends. Après nous avoir parlé de son parcours et de son entrée dans l'enseignement, Jean-Pierre va nous parler des motivations qui peuvent exister dans le choix de devenir prof, et plus particulièrement de ses motivations. Alors, tu as 2 solutions. Soit tu es enseignant parce que tu as décidé de pas trop travailler, ce qui se fait pas mal, ça se voit. Alors, moi je le comprends, mais après, je sais pas comment ils font pour regarder les élèves, c'est paraît compliqué. Deuxième solution, tu fais ça et t'apprends à aimer. Au début, moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je sais pas si j'allais continuer. Je disais toujours à ma femme, je sais pas, c'est trop dur, j'ai trop de pression, c'est trop angoissant. Surtout au début, tu as des élèves qui, des fois, sont plus forts que toi. Donc ça, j'ai appris à l'accepter. L'ego, ouais. Oui, donc quand tu es jeune, tu n'acceptes pas qu'un élève t'en démontre, quoi. Et puis maintenant, ça me pose plus de problème, ça. Au contraire, je suis plutôt content quand un élève réussit bien. Ça veut dire que ce que je lui ai montré, j'ai fait ce qu'il faut. Puis c'est mon plaisir de les voir réussir. Et à la limite, s'ils peuvent me battre un peu, c'est bien, parce que ça veut dire qu'ils ont atteint déjà un bon niveau, parce que je ne me laisse pas faire quand même. Oui, un très bon niveau. Donc je travaille, et surtout ce que j'essaye de faire, c'est de créer des liens aussi avec des employeurs ou des ouvriers, pour rester au goût du jour. Là, j'en ai 3 anciens élèves. Et César, par exemple, on discute de choses. Et maintenant, moi, je lui ai appris des choses. Et maintenant, c'est lui qui me les renvoie, ces choses. Il m'apprend des choses. Et ça, c'est bien. Et c'est ça qui me plaît, moi, c'est de savoir qu'il y a toujours des choses à apprendre et à évoluer. César, dont vous allez entendre parler un peu plus en profondeur dans un prochain épisode. César Augustignac. Voilà. Ouais. Oui, César, il a des idées un petit peu sur l'évolution de la pâtisserie en essayant d'utiliser plus des produits, on va dire, un peu locavores et encore des choses bien plus précises. Justement, moi aussi, je suis traumatisé traumatisé. La pâtisserie, c'est pas que du sucre. Et quand j'entends encore les gens qui parlent qu'il faut laisser le sucre dans les recettes parce que c'est comme ça qu'on les fait, moi, je vais vous donner juste une petite expérience par rapport à ce que je sais. L'Eturiès Magazine. Et avant, Eturiès, c'est le premier pâtissier qui a fait vrais livres de pâtisserie. D'ailleurs, on passe dans les anciennes boulangeries, encore, vous ouvrez la bibliothèque, il y a les gros bouquins de Eturiès. Et Eturiès, c'est une personne, on aime, on n'aime pas, mais c'est lui qui a commencé à faire les premiers bouquins. Moi, d'ailleurs, j'ai appris à faire les roses en sucre en regardant sur son livre. En regardant la forme, et petit à petit, j'ai travaillé. Et donc, Eturiès, par exemple, on prend ses recettes de la crème mousseline, 500 grammes de sucre, 1 litre de lait. Waouh. En 1980, 78-80. Là, moi personnellement, je suis à 1 litre de lait, 150-170 grammes de sucre. C'est-à-dire Qui est déjà largement suffisant. Oui, c'est bien. Après, justement, avec César, je suis en train de travailler. On va maintenant rajouter d'autres matières pour enlever du sucre. Et ça m'intéresse parce que je pense, et d'ailleurs quand on me voit, je suis pas trop gros, moi je dis toujours la bonne pâtisserie, ça fait pas grossir. Par contre, j'essaye toujours, parce que je pense que c'est important, je pense qu'on fait de la pâtisserie, on va pas maigrir, mais on peut ne pas trop grossir et se faire plaisir. Alors avant, on mettait des charges de sucre aussi parce qu'on n'avait pas les moyens de conservation de maintenant. Avant, les gens, on faisait un sirop de sucre riche parce que une bûche crème au beurre, on peut la garder, si elle est bien faite, 1 mois et demi, sans problème. Des petits gâteaux crème au beurre, 1 mois et demi, vous faites un gâteau bien fait dans les règles de l'art, 1 mois et demi après, vous le mangez, il n'y a pas de souci.
seulement la crème au beurre, les gens soi-disant n'en veulent plus. Encore que ça reste à prouver, parce que quand je vois les bûches, il y a encore les gens, ils font encore 30% de leur fabrication, c'est de la crème au beurre dans plein d'endroits. Donc il y a un peu des paradoxes, les gens ils disent ça, mais... Donc moi par contre, je mange toujours beaucoup de gâteaux, mais à côté, je fais attention. Mais mon plaisir, c'est de manger des gâteaux et de les partager. Et puis aussi, je pense qu'on peut raisonner les gens, parce que leur dire pas manger de gâteaux, c'est bête, surtout que moi j'ai envie. Mais on peut faire des gâteaux et tout en faisant, par exemple, je mange un gâteau, un bon, je mange peut-être pas tout, je le partage avec des copains, en plus c'est peut-être meilleur, parce que je mange plus n'importe quoi. J'ai arrêté tout ce qui est bonbons à côté sucré. Moi je suis toxicomane du sucre. Donc tout ce qui est bonbons industriels, j'ai arrêté. Tout ce qui est gâteaux industriels, j'ai arrêté. Et je ne mange que des gâteaux que je vais acheter chez certains pâtissiers. Pâtissiers que j'aime bien, il y en a beaucoup. Après, je pense que j'ai pas un pâtissier spécifique. Après, il y a les personnages que j'aime bien. Par exemple, si je cite Pierre Hermé, je l'aime bien quand il parle de gâteaux. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui est très loquace, mais il dit bien les choses et j'aime bien son approche. Après, j'aime pas tous ses gâteaux, mais je trouve qu'il a, il a fait avancer la pâtisserie et franchement, il fait des choses bien. J'aime bien Jean-Paul Lévin aussi, en chocolaterie. Et le peu de gâteaux qu'il fait, franchement, c'est vraiment très très bon. D'abord, il est meilleur ouvrier de France pâtissier avant d'être chocolatier. Pour moi, c'est très très bien. Après, j'ai mes partis pris. J'aime bien Claire Damon, mais je ne suis pas objectif. Mais par ailleurs, je crois que de toute façon, je mentirais si je disais que ces gâteaux ne sont pas bons. Je crois que c'est parmi les meilleurs de Paris. Elle est reconnue pour ça d'ailleurs. D'ailleurs, vu que vous avez eu Claire Damon dans vos rangs, est-ce que vous remarquez le potentiel de certains élèves qui désormais se sont fait un nom? Ou est-ce que parfois vous avez des surprises en voyant ce qui sort des années après? Ça, c'est pareil. J'ai appris à ne plus juger en fonction de ce qu'est un élève. On peut avoir un élève qui n'est pas très bon, pas très brillant, et puis qu'en fait, il se métamorphose avec le temps, par les rencontres. Claire Damon, c'était une très bonne élève. Pas très bavarde, elle était discrète, elle savait ce qu'elle voulait, je pense qu'elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle a un tempérament, Claire, c'est un caractère. Après, j'ai eu aussi Laurent Le Daniel. Moi, j'aimais bien sa façon à Laurent, c'est quelqu'un de bien. Il est intelligent. J'ai toujours voulu faire des stages avec lui, il le sait d'ailleurs, j'ai jamais pu parce que tous ces stages étaient toujours pris. Et il a une façon de fonctionner qui me paraissait intelligente, c'est-à-dire que lui, il ne fait pas travailler les gens pour rien. Tout est calculé et il ne va pas faire des heures pour faire des heures aux gens parce que c'est un métier où soi-disant il faut faire des heures. Moi, j'aimerais bien que mes élèves y réfléchissent pour que plus tard, si on peut trouver des solutions pour travailler moins, pourquoi faire des gâteaux avec plein de décors si ce n'est pas intéressant ? Faire plus un gâteau qui est intéressant gustativement. Il y a des gens qui font que de l'esthétique, que du beau. Essayer de rationaliser les choses et surtout responsabiliser les gens, leur faire confiance. Quand les gens sont capables, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y a des gens qui ont pas envie de prendre des responsabilités. Il ne faut pas leur en vouloir. Il y a des gens qui veulent être touriers, ils sont touriers, et ils n'ont pas envie d'être chef d'un groupe ou diriger des gens. Je crois qu'il faut respecter. Il faut expliquer ce que c'est tourier. Alors, dans la pâtisserie, il y a différents postes. En général, les vrais pâtissiers ils préfèrent le poste des entremets petits gâteaux. Après, il y a toujours un petit peu de mépris pour les gens qui travaillent la farine, ça s'améliore un peu, mais après, il y a donc le tourier. Le tourier, c'est la personne qui va travailler tout ce qui est les pâtes, les croissants, les fonçages, tout ce qui se rapporte à la farine. Ensuite, il y a le poste, on va dire, le plus difficile, c'est le fournier. Alors, quand on a des postes bien déterminés, c'est dans les grosses entreprises. Il y a des petites entreprises, les gens, ils font tout à la fois. Donc, quand ils sont 2 ou 3, chaque personne cuit. Mais les grosses maisons, il peut y avoir plusieurs fourniers. Ensuite, vous avez, quand il y a la glacerie, il va y avoir un glacier, un chocolatier. Alors la chocolaterie, ça a beaucoup évolué aussi. Avant, la chocolaterie faisait partie intégrante de la pâtisserie. Maintenant, c'est devenu un monde à part. D'ailleurs, ils ont créé un meilleur ouvrier de France depuis 2000, je crois. Je crois que j'ai fait le tour. Et après, maintenant aussi, il y a eu aussi beaucoup de changements par rapport aux traiteurs. Maintenant, les pâtissiers font beaucoup de traiteurs. Par exemple, une personne que j'aime bien aussi, c'est Monsieur Ducomte. Moi, j'aime bien aussi, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et puis je le remercie toujours parce que quand j'ai besoin qu'il me place un élève, ou il me rend toujours service, et ça, je le remercierai beaucoup. Alors, c'est chez lui que j'ai fait mon apprentissage. Donc on a un peu de parti pris. Oui. Mais bon, ça fait rien. Un peu de parti pris, ça fait du bien. Et surtout, c'est pourtant quelqu'un qui a, au départ, fait un CAP, et pourtant, il a maintenant 3 entreprises qui fonctionnent bien. Alors, en ce moment, ça doit être un peu compliqué, mais bon, je lui fais confiance, il saura rebondir. Et du coup, en parlant du Comte, qui est un pâtissier qui a une forte expérience. Élève de Ferrandi, quand même. Élève de Ferrandi. Mais pas avec moi. Il aurait pu être meilleur, alors. C'est ce qui lui manque, sans doute. Exactement ça, il aurait pu être meilleur. Mais du coup, est-ce que entre ces élèves, on a compris que le métier de la pâtisserie, il y a eu des changements, il y a quelques années, où on mettait beaucoup plus de sucre, etc. Donc le métier a un peu changé. Est-ce que les élèves, dans leurs attentes, ou
dans leurs ambitions, dans leurs attentes du métier de pâtissier, ça a changé? Pour moi, il y a plusieurs choses. Moi, quand j'ai commencé, en fait, il y avait pas toutes les choses qu'il y a maintenant. Alors, je regrette dans un sens, mais dans l'autre, il y a tellement de choses que des fois, c'est un peu superficiel. On en parlait tout à l'heure. Quand on regarde certaines vidéos à Maury Guichon ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on voit des choses incroyables. Mais des fois, certains, ça les fait un peu rêver et ils confondent un petit peu tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'avant d'être ce qu'il est à Maury Guichon, il est comme tout le monde, il a dû en baver et passer par les bases et les apprentissages. On prend un Cédric Grolet, c'est pareil, on voit ce qu'il fait, mais les gens ne se rendent pas compte que derrière, il y a du travail. Mais c'est des gens qui sont techniques. Michalak, c'est pareil. C'est des gens, moi j'ai vu des pièces de concours qu'a fait Christophe Michalak. C'est quelqu'un qui sait travailler, il ne faut pas croire qu'il est arrivé comme ça. Le problème des jeunes, c'est qu'ils veulent faire de la Maury Guichon ou du Michalak de suite, alors qu'on a beau leur dire que avant de faire ça, tu commenceras par faire une belle tarte aux pommes et après on verra. Les gammes. Voilà, absolument. Et comme on dit au rugby, on respecte les fondamentaux et après on peut commencer à jouer. La pâtisserie, ça va être la même chose. Et moi, je trouve que là où les gens se trompent, l'apprentissage, c'est pas forcément une punition. Faire du cornet, faire 50 fois la même chose, pour moi, c'est pas forcément une punition. C'est comme si un musicien, il veut pas faire ses gammes, quoi. On fait les fondamentaux, on travaille ses bases et après on commence à se faire plaisir petit à petit. Juste faire du cornet, en fait, c'est écrire au cornet. Oui, faire du cornet, quand je parlais, c'était l'action de travailler le cornet. Le cornet, c'est ce qui permet, c'est un petit triangle rectangle en papier que l'on garnit d'une pâte à écrire ou d'une glace royale qui va permettre de faire les décors sur les entremets. Donc le décor au cornet, à mon époque, c'était très, très important. Donc on a eu des gens, le plus célèbre, c'est Franciolo, qui faisait des décors au cornet, était capable d'écrire au cornet debout, écrire par terre sans se baisser. Et bon, ça, c'était des gens exceptionnels. D'ailleurs, il y a un livre. On confirme que c'est absolument exceptionnel. Cette maîtrise du cornet, il faut se rendre compte que c'est très très difficile. Ça a l'air simple. Oui. Et c'est très difficile. Ça a toujours l'air simple quand on voit les gens parce qu'ils sont entraînés. Tu vois Maurice André jouer de la trompette, tu te dis c'est facile. Quand tu souffles dans la trompette, tu te dis oui, c'est pas ça en fait. Donc il y a les gens ont de la maîtrise. Les gens ont de la maîtrise aussi parce qu'ils font des bonnes journées, qu'ils travaillent beaucoup. Souvent, ce sont des passionnés. Et donc le cornet, après, il y a une époque où on te disait le cornet, ça sert à rien. Donc les gens arrêtaient de faire du cornet. Donc tout le monde était nul en cornet, sauf dans les écoles. À Ferrandi, ils continuaient toujours. Ça a été plus ou moins une image de marque qu'on perd un petit peu d'ailleurs, je trouve. Après, à Ferrandi, on travaille encore le cornet. Oui, mais peut-être pas assez. Après avoir légèrement digressé en nous rappelant les quelques difficultés que nous avions eues à maîtriser le cornet, Jean-Pierre en est venu à évoquer 2 points essentiels dans l'évolution de la pâtisserie. Tout d'abord les concours, puis les stages. Alors ce qui fait influer beaucoup, à mon avis, j'y pensais tout à l'heure, en fait les concours, c'est ça qui va remettre au goût du jour certaines choses, ou faire évoluer. Justement, j'y pensais là, on regardait une vidéo de Stéphane Leroux, et je me suis souvenu, il a passé je crois son bof en 2004 je crois. Pour moi, c'était un des plus beaux buffets que j'ai vus en éliminatoire de Stéphane Leroux. C'était vraiment impressionnant. Et il leur avait demandé de faire une tarte, mais une tarte un peu plus élaborée. Et quand je dis plus élaborée, avant une tarte, c'était une tarte avec des pommes, des fraises, et puis bon, c'était bon. Et la tarte, et là, on a vu des crémeux qui sont rajoutés dessus. On a vu des choses. Du coup, la tarte n'est plus devenue une tarte, elle est devenue un gâteau un petit peu plus fragile et pas le produit qu'on mange plutôt au goûter, mais qui est devenu un gâteau de dessert, quoi. Et donc, à l'école, quand on fait la tarte succulente pomme noix, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, Vincent. Ah oui. Tout à fait, on s'en rappelle. Donc là, du coup, c'était plus vraiment une tarte, mais pourtant, on a quand même une pâte sucrée, on a un crémeux. Et là, c'est vrai, quand moi, j'avais vu celle de la tarte de Stéphane Leroux, là, je me dis, mais on n'aurait jamais imaginé que les gens pourraient rajouter des crémeux sur les tartes. Moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Et ça, moi, ça m'épate toujours la création des gens, quoi. Mettre du crumble sur une pâte à choux, je dis souvent aux élèves, moi, ça m'a toujours épaté. Comment avoir l'idée de mettre du crumble sur une pâte à choux, quoi. Le crumble, c'est quelque chose intrinsèquement qui n'est pas très bon, quoi. C'est pas très intéressant. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, à la base, on avait les classiques, et en fait, les classiques se sont un peu fusionnés, quoi. Les classiques, ils ont progressé aussi parce que le matériel a évolué. Avant, les gens, ils avaient les frigos, c'était compliqué. Les œufs, c'était compliqué. Il fallait voir que les œufs, on n'en avait pas toute l'année. Moi, j'ai commencé, quand je travaillais, les œufs, ils étaient encore, des fois, dans les bassines avec la cendre enveloppée dans le journal. Les œufs, maintenant, tu vas dans le commerce à côté, des œufs, t'en trouves. Bon, en ce moment, le confinement, c'est un peu compliqué. Mais des œufs, on en a toute l'année. Il y a les ovoproduits, donc ça a évolué. Les climatisations, elles ont évolué, donc ça permet un meilleur travail. Et juste une petite parenthèse pour les ovoproduits. Les ovoproduits, en gros, c'est tout ce qui est le produit de l'œuf en dehors de la coquille et de la membrane. Donc le jaune et le blanc, etc., qui est fondu sans la coquille, quoi. On va trouver donc des bouteilles de jaune d'œuf et des bouteilles de blanc d'œuf, comme ça on peut peser directement. Voilà.
et ils sont pasteurisés. Pasteurisé, ouais. Alors, d'ailleurs, vous parlez de ça, ça m'avait toujours fait rigoler parce que moi, on me dit pasteurisé, je pensais 83 degrés. Le problème, si tu pasteurises des œufs à 83 degrés, tu as une bouteille d'œuf dur. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle des pasteurisations flash, c'est-à-dire des pasteurisations très courtes qui vont permettre de conserver l'œuf. Donc, il y a une chose aussi dont je voulais parler, c'est Gaston Lenôtre. Pour moi, Gaston Lenôtre, c'est Pierre Hermé avant, quoi. Gaston Lenôtre, c'est lui qui a amené la pâtisserie au beurre après la guerre. Alors, je vais peut-être dire des bêtises parce que je ne connais pas parfaitement sa vie. Mais de Normand, il est venu à Paris, puis c'est lui qui a commencé à faire la pâtisserie au beurre. Et moi, j'ai eu la chance, d'ailleurs, je salue Mariette, qui était meilleur apprenti de France. Et il se trouvait que le parrain, c'était Gaston Lenôtre. Et Gaston Lenôtre, il avait cette qualité, c'est que dès qu'il avait un de ses anciens employés qui s'installait, il allait les voir à l'inauguration. Et d'ailleurs, quand il était venu, il était déjà assez âgé. Et Mariette, elle doit s'en rappeler, si elle entend ça, elle y pensera. Il lui avait offert 3 stages à l'école Lenôtre, ce qui était un super cadeau, parce que les stages chez Lenôtre étaient, à l'époque, c'est parmi les premiers, je crois, à faire des stages. Et c'est là où ça commençait à s'ouvrir aussi. Ça a été important aussi dans l'évolution de la pâtisserie, c'est la création des stages. La création des stages, en fait, ça a été important parce que ça a permis aux gens de sortir de leur pâtisserie et d'apprendre d'autres recettes, d'autres process. Et ça fait une énorme évolution des techniques des gens. Les gens ont évolué énormément. Moi, je sais qu'à Ferrandi, j'ai appris beaucoup par mes collègues, mais j'ai aussi appris beaucoup par les stages. Et pour ça, moi, je remercie toujours Ferrandi. Dès qu'on demande à faire un stage, toujours, je peux aller en stage. Moi, je demande en stage, même si je suis en fin de carrière, je demande d'aller en faire un stage l'année prochaine. Il ne me sera pas refusé sous prétexte qu'il me reste 1 an ou 2 à faire. Mais peut-être que pour embêter mes collègues, je vais peut-être rester 10 ans. Donc c'est bien, à Ferrandi, on continue de se former tout au long de la carrière. C'est important. Et donc pour en finir avec Gaston Lenôtre, moi je trouve que les pâtisseries Lenôtre, ça reste encore pour moi parmi les pâtisseries les plus belles à voir. Vous allez voir Lenôtre rue Victor Hugo, c'est un plaisir des yeux. La qualité des produits est toujours au top. Après, on a le droit d'aimer ou pas aimer, ça c'est autre chose. Mais franchement, déjà, je pense que si on a l'occasion en étant apprenti, moi je crois que j'aurais bien aimé faire un apprentissage chez Lenôtre parce qu'il y a une vraie prise en main des élèves, il s'en occupe vraiment, il y a un vrai souci de les voir évoluer. Et d'ailleurs, pensez-vous que tout le monde puisse être un bon pâtissier et qu'est-ce qu'un bon pâtissier selon vous ? C'est difficile ça. Ouais. Un bon pâtissier pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de... Par exemple, moi je suis client, j'achète mon croissant tous les jours, mais tous les jours j'ai le même. Et pas un coup il est beau, le lendemain, je ne sais pas pourquoi il est tout plat, ou le lendemain il est trop cuit. Pour moi, un bon pâtissier, c'est déjà quelqu'un qui est capable de faire les produits de base, on va dire quasiment toujours les mêmes. Ça, c'est impossible de faire quasiment toujours les mêmes, puisqu'on travaille des matières qui sont vivantes. Donc on va être tributaire du laboratoire. Le laboratoire, c'est comme tout, une clim, elle marche, et puis le lendemain, elle ne fonctionne pas. Mais si on est bien en place, et c'est là où le savoir-faire et la technique, et la conscience surtout, le professionnalisme. Moi, quand je dis souvent à mes élèves, ce qui est important, c'est quand on fait quelque chose, il faut faire comme si c'était la première fois que vous le faites. Si vous faites du croissant, vous dites ça y est, je sais le faire, je maîtrise, vous allez vous planter. Alors que si tu fais ton croissant le matin, tu es concentré, tu fais attention à ce que tu fais, c'est comme ça que tu peux être bon et y trouver le plus de plaisir possible. Le plaisir, c'est quand même, je fais un croissant, il sort super beau, il est bien feuilleté, il est croustillant, il est appétissant. Et là, j'ai rempli mon contrat. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est je fais un produit et après, je vais voir de l'autre côté de la vitrine et je vais regarder dans la vitrine pour voir l'aspect que ça a. Moi, pourtant, je ne le fais plus puisque je ne travaille plus dans une pâtisserie, mais j'ai toujours plaisir à rentrer dans un magasin et de regarder et de sentir les odeurs aussi. Et quand il y a le laboratoire à côté, j'aime bien sentir ces odeurs. Ça me rappelle des choses et puis ça réveille des souvenirs, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est important. Donc le bon pâtissier, c'est aussi celui qui peut travailler avec régularité et être fier de ce qu'il sort. Je sais pas, il n'est pas obligé d'être fier, mais déjà de faire un travail régulier de manière à ce que le client, il n'ait pas envie d'aller voir ailleurs parce tu le satisfais tous les jours. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure Laurent Le Daniel, que j'aime bien, et moi je l'ai connu tout jeune, Laurent, il était chez Pelletier, de 19 ans, mais déjà on voyait qu'il était différent des autres. Il était soigneux, efficace, intelligent, et on se doutait qu'il y avait des chances, qu'il y ait des chances pour qu'il fasse son chemin. Après, j'avais bien aimé son raisonnement quand je lui avais demandé, il s'installait à Rennes. Pourquoi tu as choisi Rennes ? Il me dit, c'est pas compliqué, j'ai regardé la ville, j'ai cherché les pâtisseries, il n'y en avait pas. Il s'est dit, c'est bon, je vais m'installer là. Moi, je me suis dit, comme démarche, c'est super intelligent. Et d'ailleurs, il est malin parce que du coup, il a acheté plusieurs magasins. Comme il a plusieurs magasins, il se protège un peu et c'est une méthode qui m'a paru intelligente.
Et je trouve que ça correspond d'ailleurs au personnage. C'est intéressant de parler aussi de ce qui se fait en dehors de Paris. Ah Et de la démarche du pâtissier qui va s'installer en dehors de Paris alors que... Oui, alors le problème de la province pour les gens qui cherchent du travail, c'est que la demande, elle est quand même plus limitée. L'avantage de Paris, c'est qu'il y a plus de demandes. Et il faut reconnaître que rien que nous, autour de Ferrandi, quand je fais le tour des élèves avec le tour des pâtisseries avec les élèves, on a juste à faire 300 mètres. Il y a le Bon Marché, il y a un Dimanche à Paris, il y a Pierre Hermé, il y a Colorova à 50 mètres. Des gâteaux et du pain. Il y a des gâteaux et du pain, il y a Génin, enfin bref. Et il faut reconnaître que quand on est curieux en pâtisserie, on peut tout essayer. Et puis on ne parle pas des glaceries aussi. Donc il y a tout ce qui est domaine de la glace, la chocolaterie. Enfin, l'avantage c'est qu'on a tout à portée de main. Et donc il y a en province quand même des pâtisseries qui tiennent la route et ça aussi, ça a bien évolué. Donc il y a les relais desserts qui ont bien fait progresser tout ça aussi. Donc on a quelques relais desserts un peu partout en France qui font quand même relever le niveau. Moi je trouve que c'est une bonne idée de toute façon toujours de fusionner les idées et de manière à faire progresser parce qu'ils font marcher leur business bien sûr, mais ils font aussi connaître la pâtisserie autrement et la pâtisserie raffinée de luxe. Et ça c'est important. Et d'ailleurs à propos de progression, l'évolution du coup du métier de pâtissier, parce que ça a quand même vachement évolué, plutôt bonne évolution ou pas bonne évolution? Parce que entre la mécanisation, les réseaux, l'attente des clients même, l'aspect un peu moins désucré, ça a quand même vachement évolué, mais du coup plutôt bonne évolution ou pas forcément? Plutôt bonne évolution, malgré tout. Déjà, même s'il y a encore des endroits où on peut faire des horaires assez conséquents, mais après... On prévient toujours les élèves. Moi, quand les élèves, je les reçois, je leur dis toujours que tu peux très bien te retrouver à faire 12 heures, 13 heures, 14 heures. Ça peut arriver, il faut le savoir. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Alors, il y a des gens qui ne l'acceptent pas, ils arrêtent. Après, je crois qu'il faut avoir plus ou moins un objectif pour faire ce métier-là, ou s'installer, ou faire enseignant, où il y a aussi l'étranger, qui n'était, à mon époque, était moins prisé. Moi, c'est la seule chose que je regrette, c'est de ne pas parler l'anglais. C'est pour ça que je dis tout le temps aux élèves, surtout, écoutez bien les cours d'anglais. Et dès que vous pouvez, si vous avez l'occasion d'aller à l'étranger, même si vous n'y restez pas, passez quelques mois, 6 mois, 8 mois, 1 an en Angleterre, ou peu importe, dans un pays anglophone ou espagnol, peu importe, pour apprendre une langue étrangère qui vous servira forcément après. Et en plus, ça fait tomber des petits clichés. Donc, pour en revenir à l'évolution de la pâtisserie, il y a forcément une évolution puisqu'il y a eu de la mécanisation. Alors, la mécanisation... Moi, je suis pour, mais si c'est la mécanisation pour supprimer des employés, non. La mécanisation pour favoriser les conditions de travail des employés, oui. Parce que, en plus, moi, je pense que plus on favorise la condition du travail des employés, plus on gardera nos pâtissiers dans le métier. Plus on les méprise et plus on les sous-estime et on les dévalorise, et ils arrêteront le métier. Donc, c'est pas dans notre intérêt. En plus, pour les employeurs, ils ont intérêt à les garder parce que c'est eux qui vont racheter leur fonds. Parce que si tu as un fonds et que tu ne sais pas à qui le vendre, ça va quand même peut-être être le problème pour eux. Donc ça, moi, à mon avis, c'est important. Moi, je trouve que, par contre, il n'y a pas assez de lien entre les employeurs et les écoles. Il y a souvent le mépris. Le patron, il pense que les profs à l'école, ils font pas grand-chose et que les profs, ils pensent que les patrons... font pas grand-chose pour les écoles et que c'est un petit peu un dialogue de sourds. Alors il y a quelques personnes, je vais reciter encore, moi je peux demander à certaines personnes comme M. Le Daniel ou M. le Ducomte ou d'autres que j'oublie, Benoît Castel que j'ai cité tout à l'heure, on a des relations. Mais il n'y a pas une vraie construction, à part quelques-uns, je vous dis, qui leur disent aux élèves, quand tu vas à l'école, tu travailles, et pas bonnes vacances, comme on entend parfois. Ou dès qu'ils ont un peu trop de travail, les élèves vont pas à l'école. Non, on choisit pas. Moi, est-ce que ça leur plairait à ces gens-là si on prenait leurs enfants? Aujourd'hui, tu vas pas à l'école parce que j'ai pas envie de venir. Donc, l'école, elle doit être respectée. Je pense que justement, on leur donne pas assez de culture générale à tous ces enfants-là. Moi, là, c'est un peu différent. J'ai des post-bac. Et encore que la culture, elle n'est pas toujours exceptionnelle. Mais bon. Mais les gamins qu'on fait rentrer à 15 ans ou 16 ans, je trouve qu'il n'y a pas assez de travail sur la culture. On les envoie jamais au musée, on leur montre jamais des choses. Pourtant, pourquoi les pâtissiers sont bons? Parce que les très forts, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au musée comme par hasard.
ou ils vont au cinoche, ou ils lisent des livres. Ils s'intéressent à tout ce qui se passe autour, quoi. Bah oui, il faut avoir une ouverture d'esprit, de la curiosité. Et je pense que des gens comme Pierre Hermé ou d'autres, ils ont une culture autre que la pâtisserie. Ils ont des connaissances autres. Mais ça, c'est aussi à l'école de pouvoir faire ce travail. Et des fois, ça va faire sauter des gens, mais je trouve que les élèves vont passer à l'école. Parce qu'en fait, la formation, pour le coup, elle n'a pas trop évolué avec le temps. C'est toujours la même depuis quelques années. Si la formation, elle a forcément évolué, parce qu'au début, par exemple, les enseignants, moi, il faut savoir, je suis rentré, il fallait être un peu courageux quand même. Les gens, ils voient toujours le bon côté. Moi, je suis allé 2 lundis, mon jour de repos, pour voir comment ça se passait. 3e lundi, bah, tiens, Jean-Pierre, tu as 20 élèves devant toi, et débrouille-toi. Donc là, bonjour les dégâts. Donc, je voulais présenter mes excuses à tous mes premiers élèves que j'ai dû torturer, parce que bah, je ne savais pas faire. Vous torturez toujours les suivants. Hein. Non, je crois pas. Mais certainement, oui, j'ai des regrets souvent, mais ça, c'est comme ça. Comme quand on éduque ses enfants, on a forcément des regrets sur des choses. Et je pense que bah, si c'était à refaire, c'est pour ça que quand j'ai des collègues, bah, j'essaie de leur donner des consignes ou des conseils. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais il est sûr que écraser quelqu'un pour le dominer, c'est pas la solution. Mais des fois, quand tu es jeune, ben, la seule solution que tu as, c'est que tu te défends comme tu peux. Et quand tu as 20 élèves qui sont pas spécialement toujours des anges, hein, donc après, c'est aussi la chance. Là, la chance où j'ai eu, après, ben, moi, toujours, mon rêve, c'était d'être afférendi. De toute façon, autrement, je serais plus enseignant. Et c'est vrai que là, ben, j'ai plus de discipline à faire, ou très peu. Donc ça, c'est important. Après, les élèves te respectent et je les respecte. Mais au début, je ne suis pas sûr que c'était très bien. Mais donc maintenant, les enseignants, ils font une formation qui vaut ce qu'elle vaut, mais ils ont moins une formation et les gens sont pris un petit peu sous tutelle. Moi, la seule chose que je regrette, c'est qu'à Ferrandi, avant, on rentrait et le prof était pris en tutelle avec... Il avait un tuteur. Maintenant, il y a certains enseignants qui rentrent, ils se retrouvent tout seuls confrontés, comme moi je l'ai été. Ça, pour moi, c'est pas positif. On ne peut pas apprendre un métier. On peut être très bon techniquement et être très mauvais enseignant. Moi, je ne crois pas que je sois super fort techniquement. Bon, je me débrouille. Mais je pense qu'en enseignement, là, par contre, c'est peut-être prétentieux, mais je pense que je ne fais pas trop mal les choses. Ah non, c'est certain. Oui, je pense qu'on peut le valider. Ouais. Oui, ils sont gentils. Testé et approuvé par les 3 à cette table. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui voudraient se lancer ou passer le pas, puisqu'il y a beaucoup de reconversions en ce moment? On a déjà parlé de ce à quoi les gens ne s'attendent pas. La quantité de travail nécessaire pour réussir à aboutir à un résultat qui soit présentable, comme tout ce qu'on voit sur Instagram par exemple. Mais qu'est-ce que vous voudriez dire d'autre à ceux qui voudraient franchir le pas? Bah, ça dépend de la situation qu'ils ont dans le moment. Si c'est que pour un coup de tête parce qu'ils ont vu sur Internet, moi je vois des personnes, ils sont avocats, du jour au lendemain ils se disent bah, je vais devenir pâtissier. Je crois qu'il faut être un petit peu, comment on dit, concret. On ne passe pas de avocat à pâtissier ou de pâtissier à avocat. Il faut être réaliste. Déjà, la première chose qu'il faut faire éventuellement, avant de concrétiser une chose comme ça, c'est pourquoi pas essayer d'aller travailler chez quelqu'un. Je parle pour les adultes. Éventuellement faire un petit stage et puis voir les choses. Moi, j'ai un copain dont je ne citerai pas le nom. Son rêve, c'était de faire pâtissier. Il l'a fait 6 mois. Au bout de 6 mois, il s'est trouvé une allergie à la farine et puis il est reparti de là où il était. Parce que de ces 5 000 € qu'il avait, il est tombé à 1 000. Et des heures assez conséquentes. Et donc... C'est un métier ouvrier, il faut pas... Et puis c'est un autre monde aussi pour des gens qui sont d'un autre milieu. Moi, j'ai pas de mépris, hein. J'ai un CAP pâtissier, donc j'ai pas de mépris, mais on ne devient pas pâtissier du jour au lendemain, qu'il faut du temps. Et que le temps, on peut pas les apprentissages, on peut pas les faire en quelques semaines. C'est vrai que nous, quand on fait les post-bac, moi le premier, je trouve que la formation, elle est un peu brève. Après, c'est aussi une question de volonté, de rencontre. Oui, parce qu'il faut le dire, la formation post-bac, ça se fait en 1 an. Et une année quand même assez concentrée. Et moi, j'avais eu cette discussion justement avec mon patron qui m'avait dit, en 1 an, le problème, c'est que tu peux voir les choses qu'une fois. Donc, tu auras vu Noël et les bûches qu'une seule fois, tu auras vu les galettes des rois une seule fois, Pâques une seule fois. Et il n'y a pas la répétition qui constitue l'apprentissage finalement. Oui, surtout que l'apprentissage, c'est la répétition des choses. Mais c'est surtout que le problème du post-bac, c'est qu'il y a beaucoup de cours. Parce que, bon, les deux rigolos en face de moi, ils disent que la formation, elle est chère, mais il y a quand même beaucoup de cours.
On ne se permettrait pas. Non. Donc, beaucoup de cours, mais c'est bien et c'est pas bien. C'est très bien pour le prof parce que du coup, on a le temps d'avoir des vrais liens avec les élèves et ça, c'est un bonheur, et pour eux, j'espère aussi. Mais par contre, c'est un inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de données qui vont et ça va très vite. Et du coup, des fois, quand toi, tu sais le faire, c'est pas un problème, mais des fois, moi, je comprends qu'un élève, il mélange le croissant et le feuilletage. Tu fais un pâton de croissant, un pâton de feuilletage, mais des fois, il y en a un, il tourne le pâton de feuilletage à la place du croissant et vice-versa. Et ça peut se comprendre, parce que toi, tu fais ça depuis 30 ans ou 40 ans, ça te paraît évident, mais quand tu n'as pas beaucoup de recul, les choses vont vite. L'avantage d'un apprentissage, c'est que les élèves déjà sont plus jeunes et ils sont plus malléables. Quand tu as 22, 23, 24 ans, déjà, il y a des choses pour les apprentissages qui sont plus compliquées. Moi, je le vois avec ceux qui ont un bac, qui sont tout jeunes, et les autres qui ont 23, 24, mais ceux qui ont 17, 18, les gestes techniques, ils les comprennent plus vite que ceux qui ont 23, 24. Ça ne veut pas dire pour ça que les autres, ils ne vont pas s'en sortir, mais ils mettront plus de temps à mettre en place les choses. Alors qu'un apprenti de 15-16 ans, il y a certaines choses qu'il n'a pas de suite parce qu'il manque d'expérience, mais les gestes, il les comprend plus vite d'une certaine façon. Et s'il a une tête bien faite, il va se mettre en place techniquement plus vite. Après, la personne plus âgée, il a déjà un autre bagage à côté, donc il va compenser par d'autres choses. Mais les apprentissages, c'est vrai qu'il y a un âge pour ça et que c'est plus facile pour des enfants plus jeunes que pour même des jeunes adultes. D'autant plus qu'on parlait tout à l'heure de ce qu'il faut un peu pour être un bon pâtissier, et ce qui est pas mal revenu, c'est la régularité. La régularité, c'est dur de l'obtenir en un an, quoi. Bah oui, bien sûr, puisque la régularité viendra par le fait de la répétition des choses. Et puis le problème qu'on a souvent quand on apprend le métier, c'est que tant que tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que des fois, il y arrive des problèmes techniques. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Cette année, manifestement, pour les galettes, ils ont eu tellement de production qu'il y a certains moulins qui ont été obligés de refaire de la farine au dernier moment. La farine, elle a ce qu'on appelle du plancher. Le plancher, c'est quoi ? C'est le temps de séchage un petit peu. Donc cette farine, elle se déshydrate un peu. Et si la farine, elle vient d'être faite, elle a plus d'humidité. Les gens, maintenant, ils pèsent tout. Ils font leur feuilletage. Vas-y, je pèse mon eau. Comme d'habitude, je fais ma recette. Ah, mais zut, mon feuilletage a des trempes, elle est toute molle. Le gars qui a de la ressource, il va s'adapter. Mais le jeune qui a pas cette expérience, il va sortir un feuilletage qui va être, qui sera pas comme il faut parce qu'il s'est fait avoir par cette non-connaissance, par cette maîtrise et par la précision, la connaissance des choses et des matières. Et ça s'acquiert pas du jour au lendemain. Merci pour tous ces détails de cette vision, ce regard de prof qui en a vu passer des tonnes et des tonnes des élèves et qui les a toujours magnifiquement bien formés. Ouais, c'est le retour de l'expérience et puis aussi surtout la remise en question permanente qui, je pense, fait garder l'esprit ouvert et permet aussi de s'adapter à chaque fois aux personnes qu'on a en face. Et on avait 2 dernières petites questions qu'on va poser à tous nos invités. Et la première, c'est quel est votre premier souvenir sucré ? Moi, c'est les croissants. Moi, j'ai toujours aimé la viennoiserie parce qu'il se trouve en plus que j'étais dans une pâtisserie où on en faisait vraiment beaucoup. On en faisait tellement d'ailleurs que quand j'allais à l'école, ils me prenaient tous pour un menteur quand je leur disais qu'on faisait 100 kilos de farine en croissant tous les jours. Donc ils ne me croyaient pas parce que comme moi je suis dans les Landes, j'avais des copains, ils en faisaient 10 croissants, 10 pains au chocolat par jour. On dit des chocolatines chez moi. Le débat est lancé. Donc je rentrais en pleurant chez moi et jusqu'au jour où le prof il dit « Bon Jean-Pierre, t'es bien gentil, mais je vais venir voir ». Et je lui dis « venez ». Et donc je lui ai fait visiter l'entreprise qui était quand même quelque chose d'assez étonnant. Et quand il a vu, il est revenu à l'école et il a dit ce que dit Jean-Pierre, c'est la vérité. Donc j'étais tout fier, tout content. Et puis le croissant, j'ai toujours aimé ça, je ne sais pas pourquoi. Chacun son truc, hein. Mes plaisirs sucrés, c'est les croissants. Les gâteaux, chez nous, c'était pas tellement l'époque. Les gens faisaient toujours fait des gâteaux à la maison, mais c'était pas autant que ça. D'abord parce qu'il n'y avait pas toutes les matières de maintenant. Et puis moi, on n'habitait pas en France en plus. Donc j'étais pas forcément pâtisserie française. Et en fait, la deuxième question, ce sont vos adresses préférées, mais vu qu'on en a déjà parlé plus tôt dans l'épisode, on va plutôt vous demander votre meilleur croissant, mis à part celui que vous faites vous-même. Oui, il y a les miens. Oui, oui. Où est-ce qu'on peut l'acheter, ce meilleur croissant, votre croissant préféré ? Alors moi, j'aurais tendance, César, il va encore sauter au plafond, c'est Pierre Hermé. Après, en deuxième, peut-être Claire d'Amont. Mon cœur balance entre les deux. Et le croissant, parce que Pierre Hermé, il fait des variantes de ses croissants. Le croissant classique de Pierre Hermé ? Le classique, oui. Ok. Simple. Parce qu'il fait l'isparan, etc. Mais... Oui.
Et le dernier à goûter, pain au chocolat pistache, là, c'est... En plus, depuis qu'ils ont fait leur nouveau laboratoire, là, le travail est plus régulier. D'ailleurs, même chez Pierre Hermé, donc on peut reconnaître que là, le fait qu'ils aient centralisé leur production, moi, peut-être je me trompe, hein, mais il y a je trouve une régularité dans la qualité qui n'était pas toujours avant, parce qu'ils avaient des conditions de travail difficiles, quoi. Et après, il y en a certainement d'autres que j'oublie qui vont hurler, mais bon, tant pis. Non, bah ce sont vos deux. Et pour le pain au chocolat pistache, allez-y tôt, parce qu'avec Clémence, on a voulu le goûter, on rate à chaque fois. Ouais. Donc n'y allez pas trop tard dans la journée si vous voulez le goûter. Hein. Petit conseil. Bon bah merci beaucoup Jean-Pierre. Bah c'était super intéressant, merci beaucoup. Il fait soif maintenant. Je vais ouvrir un peu parce qu'il fait chaud. Merci Jean-Pierre, c'était vraiment important pour nous de lancer l'envers du dessert avec vos sages paroles. Ce qu'on en retient, c'est l'amour des gâteaux, plus ou moins sucrés, mais surtout que la pâtisserie est un métier où les rencontres sont primordiales. Et du coup, Clémence, qui est-ce qu'on va avoir pour le prochain épisode ? Le prochain épisode accueillera César, un des nombreux anciens élèves de Jean-Pierre justement, qui, sans mauvais jeu de mots, nous racontera l'envers de cet épisode avec son parcours de pâtissier. On espère que vous avez apprécié Jean-Pierre autant que nous, parce que Clémence et moi, on en est vraiment fans. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur la plateforme d'écoute que vous préférez. Mettez des étoiles, des commentaires, ça nous fera trop plaisir d'avoir vos retours. Sinon, vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram, l'envers du dessert, l'envers tout attaché, dessert. Et on vient aussi de lancer un petit Mapster où vous pourrez retrouver toutes les adresses qu'on a évoquées dans ce podcast. Et on va le mettre évidemment à jour avec les adresses des prochains épisodes. Pour ceux qui ne connaissent pas Mapster, c'est une carte interactive dans laquelle on peut ajouter nos adresses et les partager à tout le monde. Sur ce, on vous dit à mercredi prochain.